Hello tout le monde, hello Laureline. Hello. On est de retour sur On That Long. Ouais. Ça fait un petit moment, on a fait une petite pause, on va en parler après, mais déjà, comment est-ce que tu vas ? Moi, ça va. C'est surtout toi, parce que je sais que tu es de plus en plus souvent à Berlin, tu partages ta vie entre Paris et Berlin. Ouais. Comment c'est ? Est-ce que c'est ça a la hype que ça mérite ? Écoute, je suis trop contente de passer plus de temps là-bas. C'est vrai que ça faisait 11 ans que j'étais à Paris. Du coup, j'ai pas mal eu le temps de voir tout ce qui se passait à Paris, d'expérimenter les clubs, de voir l'évolution de la nuit ici. Et j'avais besoin de voir autre chose aussi. J'avais besoin de connecter aussi avec le public que je me fais là-bas. C'est vrai que je joue régulièrement là-bas, donc ça me paraissait important d'aller passer un peu plus de temps là-bas, de sortir là-bas aussi, de comprendre le dance floor là-bas, comprendre ce que les gens attendent de la musique, des soirées, de rentrer un peu dans les communautés, d'expérimenter un peu tout ça, de rencontrer d'autres artistes. Et du coup, c'est génial, cette vie, elle est chouette, en tout cas pour moi. J'ai une belle expérience là-bas. Je m'y retrouve bien là-bas. D'accord, c'est le début, mais c'est prometteur. Ouais, c'est prometteur. J'aime beaucoup leur approche de la fête. C'est une fête qui est moins marginale, je trouve, qu'ici. Oui. On a moins un regard un petit peu méfiant sur les gens qui sortent. Oui, on associe moins ça directement à « Ah, tu sors, tu prends de la drogue ». Ouais. Il y a vraiment plus un côté... ça fait partie de la vie des gens. Il y a beaucoup plus de gens de la population qui font la fête et qui vont danser le week-end, pour qui c'est normal d'aller danser le week-end, que ici, j'ai l'impression. Ouais. Et on retrouve des gens... J'ai rencontré pas mal de gens qui ont une vie de famille, ont des enfants, mais le week-end, soit ils les font garder, soit ils se partagent, ils alternent. Le père va... le papa va sortir ce week-end-là, la maman ou l'autre papa va sortir le week-end d'après. Donc ils arrivent à s'ajuster pour que la fête fasse partie de leur vie. Et c'est aussi un moyen aussi de survivre à l'hiver, de se dire l'hiver c'est compliqué. Soit il y a les deux extrêmes, soit on est cocoon chez nous, soit on sort pour aller expériencer autre chose que le froid. Ouais, c'est clair. J'ai l'impression qu'ils sont peut-être aussi un peu en avance sur le côté de la fête, donc ça fait tellement partie intégrante. Maintenant, c'est vers là où on devrait tendre, moins de préjugés, moins aussi au niveau de tout, ils sont en avance au niveau du consentement, au niveau de plein de aussi, oui. Beaucoup plus tard. Ah ben oui, alors que là, tu avais vu ces micro-trottoirs, à partir de quel âge ces trucs ? Et le gars, il avait dit 30 ans, 35 ans, j'étais là, mon Dieu. Il y a eu une meuf qui a dit 25. Non. Non. Donc non, c'est chouette, c'est un chouette terrain de jeu à découvrir, mais au-delà de la fête, je trouve que c'est aussi une ville hyper agréable, chill. J'ai l'impression que je peux m'exprimer à 100%, qu'on peut s'habiller, se coiffer comme on le ressent. Après, j'ai peut-être une vision idéalisée aussi, parce que forcément, j'ai un attachement particulier. Mais je ressens aussi cette espèce un peu de liberté qui me convient bien. Ouais, et puis tu te sens bien, c'est le principal, c'est ton ressenti de toute façon. Hein, c'est un ressenti. Ouais, ok, trop bien. Moi, j'ai été un petit peu en petite pause. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va parler de santé mentale, tout ce qui est autour, parce que ça, c'est assez large. Donc, j'ai fait une petite pause parce que trop de choses. Bizarrement, c'est pas tant le boulot. Qui m'a fait, c'est plus le côté activisme avec les femmes. Ça m'a... comme toi, tu sais ce que c'est, tu en connais beaucoup d'activistes, etc. T'as toujours un moment où t'es en burn-out parce que t'es pas d'accord, parce que ça va pas dans ton sens, parce que c'est injuste. Et en fait... c'est mon mari qui m'a il m'a dit, et puis tous les soirs je lui en parlais, j'ai fait, il y a cette victime, il y a ce DJ qui a fait ça, machin. Et il me dit, tu te rends compte tout ce que tu prends sur toi. Ouais, et puis il commentait, en fait, il voyait, tu vois, que j'ai un grand sentiment de justice qui me pourrit la vie, et en fait ça me bouffait de l'intérieur, et je pensais qu'à ça, et des fois je recevais des messages de gens et des trucs comme ça, et il voyait que ma tête changeait alors que j'étais en week-end avec le petit et tout, et en fait il m'a dit, va falloir que tu stoppes. Donc j'ai stoppé un petit peu, j'ai parlé aux filles avec qui on bossait et je leur ai dit voilà. Il y en a une autre qui a fait un burn-out après moi, voilà. Donc là ça va mieux, j'ai pas vraiment fait de burn-out, j'en avais fait avant. Ok, t'as réussi à stopper avant. Exactement, ouais. L'importance aussi d'être bien entouré, du coup, d'avoir une personne qui se connaît et qui se dit wow, là je sens un changement de comportement. Ah ouais. Il faut qu'on arrive à trouver une solution. T'as pas toujours la chance d'être accompagné. Moi je l'ai eu, il a eu l'expérience de mon vrai gros burn-out, mais c'était boulot. Et donc il savait un peu quand j'étais allée parler à la psy, elle m'avait donné pas mal de choses et tout. Et donc du coup ça j'ai évité le truc
truc. Et puis voilà, ça va, mais je peux retomber dedans assez. Donc voilà, c'est un truc dont il faudrait qu'on parle aussi, mais peut-être un peu plus tard, où quels tips on a nous pour toi en tant qu'artiste, pour stopper et se préserver en fait. C'est se préserver. Ouais, se préserver. Ouais. C'est vraiment un sujet. En fait, déjà, c'est un sujet qui touche tout le monde, déjà de manière générale dans la société. Et après, dans le monde de la musique, qui touche les artistes, mais aussi les professionnels comme toi qui travaillent dans ce milieu-là. Ouais. Le public aussi, parce qu'il y a des choses qui sont liées juste au simple fait d'aller en soirée. Donc, c'est un sujet qui me semble hyper important. Mon docteur m'avait dit ça la première fois que j'ai fait un mandat. Elle m'avait dit, ça arrive à tout le monde. Elle me dit, ne te sens pas... coupable, ça arrive aux plus grands chefs d'entreprise, aux artistes, ça arrive à tout le monde. Les gens ils ont l'air trop bien dans leur vie. Donc, en fait, il faut... enlever ce petit truc où tu te sens faible parce que tu te dis putain j'arrive pas à assurer, j'arrive pas pourquoi est-ce que ça m'impacte autant, remise en question de fou sur ton mental, surtout quand t'es une femme et que t'as envie de montrer aussi au monde que t'as, tu tiens le coup, voilà donc en fait ça arrive à tout le monde. Déjà on peut poser ça là, ça arrive voilà. J'en avais déjà parlé dans une émission précédente. Mais c'est vrai que j'avais, donc l'année dernière, en janvier dernier, j'avais traversé une période un peu difficile à cause de certaines choses qui se passaient. Déjà, on a tous, je pense, avec les événements géopolitiques, on a tous aussi pris ça de plein fouet. Moi, ça a impacté aussi ma carrière et du coup, j'ai dû réfléchir à certains sujets, prendre des décisions. Et c'est vrai que j'avais passé un mois de janvier dans un état pratiquement dépressif. Ouais. Là, on vient de sortir du mois de janvier 2025 et je rebelote, je viens de repasser un mois un peu compliqué. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que déjà le mois de janvier, c'est un mois pour les artistes qui est plus compliqué, surtout les artistes de mon niveau, on va dire. Quand t'es un artiste international, ça tourne. C'est assez constant, ouais. Après les fêtes, il y a beaucoup d'argent qui est parti dans le mois de décembre, dans les fêtes, etc. Donc le mois de janvier est souvent plus creux pour les artistes. Oui. Quels que soient les artistes d'ailleurs, pas forcément que DJ, mais aussi dans d'autres branches. Mm-hmm. Et donc forcément, y a le doute qui s'installe, il y a le temps de beaucoup plus réfléchir aussi, il y a les festivals qui sont déjà programmés aussi pour l'été, donc en fait on commence à avoir un peu la vision de notre année. Ouais. On a la vision du maintenant où on n'a pas grand chose, on a la vision de notre année, on se dit est-ce que j'en ai assez pour survivre, pour tenir sur mon intermittence ou pour survivre, payer mon loyer, etc. Ouais. Et du coup moi ça m'a vraiment aussi mise dans un moment trop bizarre de waouh, attends, mais là, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que j'ai bien fait de prendre cette décision de carrière, en fait, même si elle date, mais c'est vrai qu'il y a toujours de remises en question. Et puis en même temps, tu ouvres Instagram et puis tu vois les gens que tu côtoies qui ont pas mal de geeks, qui se passe plein de choses. Forcément, c'est la face, c'est ce qu'on a envie de montrer, mais même en sachant ça, c'est dur de l'appréhender. Et puis moi aussi, je commence à... Même si je suis encore en début de carrière, je commence à côtoyer des gros artistes. Et forcément... c'est dur de garder dans la tête la distance nécessaire, de se dire non mais attends, eux t'es pas à leur niveau encore, donc n'essaie pas de te dire que te compare tu vas pas assez vite. Oui, voilà. oui. Donc il y a tout ça, je pense dont on va pouvoir parler parce que c'est beaucoup quand même. Là t'as parlé d'un truc qu'il faut qu'on aborde tout de suite. Je pense que les réseaux sociaux sont une cause de détresse en santé mentale de tout le monde. Que ce soit les artistes qui se comparent les uns aux autres, les gens qui sortent, qui maintenant ils veulent tous être des influenceurs, faire des vidéos, donner leur avis. C'est ça. Très bien, mais ça te met une pression et en fait, moi je suis plus sur les réseaux sociaux. Okay, si j'étais pas artiste, je pense que j'aurais plus d'Instagram. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est que moi, j'ai la page de clubbing, donc j'ai toujours quand même un pied dedans parce que je vais pas me mettre dans une grotte, mais j'ai le luxe de pouvoir couper mon truc et ça fait du bien, hein. Oh là 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 là. Ça fait trop du bien. Même si tu sais, comme exactement ce que tu as dit, tu sais que la personne, elle montre que... Même toi, tu montres que ce qui va bien, tu le sais. Mais, et puis, je sais pas, même sans être jalouse, t'es là, mais en fait, tu sais pas, la jalousie, c'est du... Et moi, c'est plutôt sur soi. C'est plutôt sur soi, t'as pas fait assez, t'as pas machin, bouge-toi, machin. Exactement. Alors que... Du coup, c'est quoi, toi, tes solutions pour les réseaux sociaux? Pour les réseaux sociaux, tout simple, le timer Instagram. Dans Instagram, il y a un paramètre que tu peux installer qui permet de te signaler quand tu as passé plus d'un certain temps, le temps que tu as décidé sur Instagram. Moi, je décidais 1 heure par jour.
C'est beaucoup, mais c'est mon outil de travail, donc j'en ai besoin. Ouais. Du coup, il me prévient quand j'ai bientôt atteint ma limite. Il me dit tu as atteint ta limite, est-ce que tu veux rajouter 5 minutes, 15 minutes ou fermer? Ouais. La plupart du temps, je ferme. Après, quand je dois bosser, je laisse. Bien sûr. Sinon, je ferme. Ce que je fais aussi, c'est que je fais des pauses. Quand je sens que je commence à beaucoup me comparer, à beaucoup être un peu compulsive, j'arrive à m'en rendre compte. Du coup, je me dis, je passe mon Insta sur mon perso. Ouais. Comme ça, quand j'ouvre Insta, c'est plus directement mon pro qui s'affiche et je suis plus entraînée à regarder. Je suis sur mon perso, je peux écrire à mes potes ou quoi que ce soit. Ta famille, Je vais plus sur le pro pendant un temps. Je programme des posts s'il faut, mais j'essaie de passer le moins de temps possible sur Insta. Parce que Insta, c'est vraiment mon plus gros problème. Ah ouais. Et quand tu te compares à des gens, ça te fait quoi, en fait? Qu'est-ce que ça me fait? C'est surtout, tu sais, ce sentiment où tu scrolles et tu vois plein de gens. Ah tiens, lui, il a fait ça, elle a fait ça, elle a gagné ça, elle a joué là. Et en fait, c'est une accumulation de, mais attends, moi là, j'ai pas de geek ce mois-ci. Et du coup, t'as cette espèce de décalage qui te dit, là, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire ça? Pour arriver à ça, ou pour qu'il se passe quelque chose, juste, tu vois. Donc, alors qu'en fait, j'ai pas besoin, j'ai un agent qui bosse, je bosse très bien. Moi, j'ai plein de choses en cours, j'ai plein de projets. En vrai, ça va. C'est clair. J'ai même appelé mon agent en panique. Mais je comprends pas, là, je sais pas où j'en suis. J'ai l'impression de prendre des mauvaises décisions. J'ai l'impression que ça va pas. Là, j'ai pas de geek ce mois-ci. J'en ai pas beaucoup en février. Genre, je sais pas, qu'est-ce que je dois faire et tout. Et là, il me dit, non, mais calme-toi. Tout va bien. Et puis lui aussi, j'avais peur qu'il le prenne un peu personnellement, parce qu'en plus, c'est pas ça. Tu vois, genre, ça arrive et il bosse très bien, je sais pas si c'est là-dessus. Et du coup, il était là, mais t'inquiète, rassure-toi, on bosse et tout. Je dis, non, mais t'inquiète, je sais que c'est pas toi, mais bon, voilà, là, j'ai pas beaucoup de vie, qu'est-ce que je pourrais faire? Il me dit, non, mais il y a rien à faire, juste t'inquiète, là, je continue de démarcher, ça mord bien de ce côté-là, il y a 6 qui est en préparation, t'as tel gig en option, genre. Ça va en fait, tu vois. Il m'a même envoyé une option tu sais, il m'a dit, si tu veux, je te réserve un sauna pour être calmé là, à distance. Je te réserve un sauna, vu que j'étais à Berlin. Oh, c'est mignon. Je te réserve un sauna, tu vas te poser et tout, parce que là. Moi, j'étais vraiment dans ma spirale de voir plein de choses qui se passent et moi, il se passe pas assez. Et en fait, on a vite fait de perdre le focus. C'est comme on dit, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc toi, t'as l'impression que ton herbe, elle est pas assez verte. Alors si, ça va. Ah ouais, c'est clair. Ça doit être moralement épuisant en fait. Ouais, c'est fatigant. Mais je pense que tu dois le vivre aussi peut-être d'un point de vue pro, de te dire il faut toujours qu'on soit à la page, il faut toujours qu'on sorte des choses, il faut toujours qu'on ait les bons sujets, les bons streams. Ah non, mais ça, et surtout avec l'arrivée de toutes les autres pages là, qui font de la news et tout le monde qui sort les trucs. Mais en fait, nous, on a trouvé une solu et on fait pas du tout ça. Ouais. On a arrêté de faire... on fait nos propres trucs. On a décidé de faire plus de storytelling, d'histoire, de docu, etc. C'est trop bien. Et ça nous va trop bien. Ça plaît aux opérateurs. Ça marche trop bien. Ça plaît autant à la télé, donc aux opérateurs télé qui sont un peu plus classiques et qui adorent ça, et donc nos audiences mieux, que aux réseaux sociaux, donc aux générations un peu plus jeunes, etc. Et en fait, on a trouvé notre voie. Les filles, elles viennent tout le temps avec des sujets. Hier, on a interviewé Loki qui fait des soirées naturistes, techno et tout. Donc, que des sujets, voilà. Bref. Donc ça, on a trouvé un truc à côté. Mais c'est vrai que ça, on a été très, très, très stressés. Et on avait fait des trucs aussi comme ça. On s'est dit, faut qu'on fasse ça, on va perdre. Mais en fait, non. Et on s'est rendu compte aussi d'un truc. Alors, c'est peut-être aussi un peu le cas pour les artistes, c'est que on n'est pas concurrents. Oui, voilà, moi, je veux pas être concurrent avec les autres médias. En fait, c'est hyper important qu'il y ait plein de médias différents parce que ça te montre une autre voie, ça te montre une autre une autre voie sur la scène. Et en fait, c'est super important qu'on soit différents les uns des autres. Mais la pluralité des médias, c'est hyper important. Non, mais bien sûr. Il y a de la place pour tout le monde, en vrai. Moi, c'est pour ça que j'ai créé le Vénus Club en soi, c'est que je me disais, mais il y a de la place pour tout le monde. Il ne faut pas qu'on soit concurrente, il faut qu'on s'allie. On a souvent ce biais internalisé de se dire si quelqu'un fait la même chose que moi, ça va être mon concurrent ou ma concurrente, et du coup, il faut qu'on s'oppose. Ouais. Alors qu'au contraire, en travaillant ensemble, ça marche beaucoup plus facilement. Et moi, c'est un point aussi qui me sert à... Quand je suis un peu dans des moments peut-être de jalousie ou de me dire, mais c'est pas possible, mais... Elle, à chaque fois, elle est sur tous les line-up. Tu vois, je retrouve toujours peut-être le même nom d'une artiste un peu à mon niveau. Je me dis, mais c'est pas possible, elle est tout le temps sur les line-up. Comment ça se fait? Elle sort d'où? Ça, c'est normal, mais c'est normal. C'est humain, tu vois, je le reconnais, j'ai pas de souci là-dessus. Et puis après, je me reprends assez vite de me dire, attends, calme-toi. Déjà, toi, il se passe plein de trucs pour toi aussi. Remets-toi en contexte.
Ensuite, elle aussi, elle bosse, elle joue bien, elle fait ce qu'il faut, donc c'est normal qu'elle soit aussi beaucoup sur les line-up. Et au contraire, réjouis-toi que y a une autre meuf qui réussisse aussi, tu vois. Bien sûr, et puis vous êtes pas pareil. Et vous proposez quelque chose de différent. C'est pas comme si vous jouiez le même set enregistré. Le taf est différent. Et puis après, on a pas la même personnalité, pas les mêmes visions. Je crois que c'est ce que Amélie Lenz et Charlotte disaient aussi, qu'on les avait toujours mis. Elles ont toujours comparé, etc. Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est clair que les deux, alors qu'on compare pas, je sais pas, Michael Bibi avec l'autre là. Enfin bref, j'ai perdu mes noms, mais tu vois, parce que je saurais même pas par qui comparer. Alors que les filles, je t'ai dit les deux noms tout de suite. Tu vois à quel point c'est. Ça va vite, quoi. C'est clair. Mais c'est ça aussi le problème, c'est que nous, donc moi, ce que je te dis, j'essaie de me rassurer en me disant. On n'est pas pareil, juste de voir les choses de la bonne manière, c'est-à-dire on n'est pas pareil, on joue pas la même chose, ceci, mais t'entends quand même derrière que tel orga hésitait entre toi et cette personne-là, et au final c'est un peu ils disaient la même chose. Les deux, en gros, s'ils avaient l'une ou l'autre, ce serait pareil, tu vois, et du coup parfois ça peut rendre les choses un peu plus difficiles de dire moi je fais mon travail de direction artistique, je vais dans une direction, et puis au final c'est pour être juste comparé et mise en rang d'égalité avec une trentaine de DJ avec qui pourtant on n'est pas pareil. Et est-ce que tu penses que la question du tokenisme, que ce soit en tant que femme ou en tant que personne noire aussi, ça rentre là-dedans? Ouais, sûrement. Ouais. Je pense que avant c'était facile à voir quand j'avais des petits gigs, parce que c'était des petits collectifs qui n'étaient pas forcément... Quand ça arrivait, c'était des gens qui n'avaient pas forcément, qui présentaient pas les choses de la bonne manière. C'était facile de dire non, ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, mon agent va être plutôt en contact avec des pros qui vont savoir tourner les choses de la bonne manière pour qu'on accepte. C'est plus compliqué de gérer le tokenisme. Après, j'ai l'impression qu'avec les geeks que j'ai pour l'instant, ça va, tu vois, mais j'en suis pas à l'abri. Enfin, clairement, j'en suis pas à l'abri. Donc, et après, il y a... Donc l'anxiété, elle touche tout le monde. Oui. Elle touche tout le monde sur plein de sujets différents. Elle touche du coup les artistes, les pros. Quelles ont été toi du coup tes façons de gérer quand il t'arrivait Couper les réseaux sociaux. Ouais. Couper les réseaux sociaux parce que c'est ma seule vitrine, machin. Couper les réseaux sociaux et puis surtout me recentrer un peu sur mes idées et essayer de me refaire un peu confiance sur des trucs. J'ai remarqué que quand, juste après avoir eu mon burn-out, j'ai dit il faut que je fasse mon vrai, pas celui-là, vraiment le vrai. Je me suis dit il faut que je me fasse confiance et j'ai commencé à mettre moi un peu dans la chaîne et en fait ça m'a apporté du bon. Tu vois, ce gros coup de bad, avoir cuté avec le monde entre guillemets, m'être recentrée sur moi-même, et là j'ai réussi à apporter peut-être une autre voix, ma voix en fait, pas une autre voix, pas une meilleure voix, ma voix au truc. Et tu sais, Elijah, celui qui fait les trucs jaunes là, oui, tu m'en as déjà parlé. Son truc c'est close the app, make the thing. Ouais, carrément. Et en fait, ça m'a beaucoup parlé, où en fait, tu coupes, tu te sors aussi des inspirations qui peuvent t'arriver ailleurs, etc. Et tu t'inspires de toi, de ta vie, de ta famille, etc. Et tu peux trouver aussi d'autres moyens de... Donc moi, là, je parle de mon boulot, donc c'est beaucoup d'inspiration, c'est beaucoup d'écriture, c'est beaucoup de trucs comme ça. Mais c'est ce qui m'a coupé, vraiment coupé, comme tu te coupes de ton ex... toxique. De ton ex toxique. Et ensuite, tu reviens et t'es plus mature et tu peux gérer la confrontation avec ton ex vachement mieux parce que t'as réussi à dégager la fumée qu'il y avait autour de toi et qui te barrait ta vision, quoi. Carrément. Mais je pense que j'en ai déjà parlé dans Light Long, mais moi, ce qui m'inspire, c'est DVS1 et sa conception de la communauté. En gros, lui, il dit si un jour les réseaux sociaux... Lui, il a pas de compte Insta. Tu vois, il a un compte Insta, mais il est vide. Donc, t'as des milliers de gens qui le suivent, mais il postera jamais rien. Et en gros, lui, ce qu'il se dit, c'est s'il n'y a pas de réseaux sociaux, qu'est-ce qui reste? Et pour lui, ce qui reste, c'est la communauté. Et je pense qu'on le voit d'autant plus aujourd'hui avec la montée des extrêmes, avec Donald Trump aux États-Unis. En gros, qu'est-ce qui reste quand on est attaqué de toutes parts? Quand politiquement ça va pas, quand on est un peu perdu et qu'on a l'impression que nos droits ils vont nous être enlevés, c'est la communauté, c'est se tourner vers les gens qui nous ressemblent et de faire front ensemble. Oui. Et en fait, du coup, moi, c'est pour ça que ça fait écho à ce que tu disais, du coup, c'est close the app, make the art. Ouais, the thing, mais c'est ça. Ouais. C'est pareil, c'est en dehors de l'app, qu'est-ce qu'il y a, la communauté. Donc, comment est-ce que tu réussis
à créer du lien en dehors des réseaux sociaux. Et je trouve que réfléchir à ça, ça me rapporte un contrepoids avec ce que j'expérimente sur les applications et sur les réseaux sociaux. Me dire, qu'est-ce que je construis en dehors de juste poster des photos sur Instagram, tu vois. Donc ça, par exemple, je le construis avec Cluster, je le construis avec le Venus Club, les événements qu'on fait, les prises de position que j'ai, les rencontres que je fais, les cours que je donne. Les cours, ouais. Les soirées que j'organise, tout ça, c'est du liant, c'est du vrai, c'est du tangible. Ouais. Et j'aime bien réfléchir à ça dans les moments où je suis un peu trop prise par les réseaux. Pareil, de me dire, vas-y, coupe les réseaux, il y a ça. Pense au réel. Qu'est-ce que tu peux faire, quel impact tu peux avoir en réel. Et ça, c'est trop bien. Mais c'est trop bien, mais ça manque énormément. Moi, c'est justement le manque de communauté qui m'a, sur le côté activisme, qui m'a, ça m'a détruite en fait. J'ai essayé de contacter plein de gens, des assos, des machins, et en fait, je me rends compte que ah ouais. Et en fait, et surtout quand c'est des assos qui se font de l'argent sur le côté prévention, etc. Et qu'en fait, c'est bien, c'est très important. Et ça, il faut de la prévention, il faut des bénévoles, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de victimes qui sont abandonnées et il n'y a personne pour les aider. Et en fait, ça me révolte. Et le manque de communauté sur tout ce qui se passe dans notre milieu au niveau des VSS, il est voilà. D'ailleurs, enfin, je vais juste en parler vite fait, mais on récolte plein de témoignages anonymes. Okay. On ne nomme pas les agresseurs. Et on veut faire un espèce, donc si vous avez été victime, vous voulez venir parler avec nous, c'est de manière anonyme, soit en vidéo, soit en audio, soit en écrit, sans nom. C'est pas pour blâmer les agresseurs, on n'a pas la force de faire la justice, mais c'est pour montrer l'ampleur du problème parce que il y a un travail, il y a des groupes Telegram de teufeuses elles sont je sais pas combien et elles te posent des photos toutes les semaines de gars qui ont fait des trucs, il n'y a rien qui est fait. Là, moi, je crois en personne, j'ai confiance en personne. Ouais. Et à part peut-être une fille, mais c'est tout. Mais je te dis qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Puis il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Hein. Tu as beaucoup de gens qui vont call out machin, mais qui ne vont pas call out cette personne. Donc ça détruit tout. Et donc le manque de communauté, même de la part peut-être de la communauté féminine, parce que j'ai pas trop espoir aux hommes, surtout quand ça touche leurs potes, me fait beaucoup de mal. Ouais, je peux comprendre. Ouais, donc voilà. Après, je pense qu'il faut qu'on parle d'un problème qui est que c'est un peu un cliché, mais le problème des substances. Ouais, c'est un cliché. Oui, c'est cliché. En même temps, il faut en parler. C'est important, comme tout sujet, de l'aborder, de se dire que forcément, c'est un milieu où il y a de l'addiction, où il y a des substances, il y a des recherches d'état modifié de conscience, et que du coup, on peut être amené à dérailler, à trop en faire. Il n'y a pas de fait pour ça aussi. Ouais. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour prendre des produits et leur corps n'est pas... Leur corps ou leur mental. Hein. Ouais, le mental aussi. On avait une addictologue qui était venue, elle nous a dit il y avait trois sortes d'addicts, de choses qui te rendent addict. Donc tu avais le mental, l'environnement, et puis il y avait peut-être un truc aussi génétique. Okay. Mais c'est présent dans notre milieu. Alors notre milieu, en fait, le problème, c'est que notre milieu, c'est le milieu de tout le monde. Parce que tous les classes sociales sortent en soirée. Tu vas voir des médecins prendre... c'est notre milieu, mais en même temps, c'est juste la société la nuit, en fait. C'est ça. Et c'est aussi parce que c'est un milieu qui s'y... Enfin, comment dire, c'est un moment qui s'y prête peut-être plus. Ouais. Mais il y a plein d'autres milieux dans lesquels ça se fait aussi. Plein d'autres genres de musique. Oui. Même à la campagne, il y a une très, très forte consommation de cocaïne à la campagne. Ouais. Donc il faut pas croire que le monde de la musique et de la nuit ça cristallise parce qu'il y a ce côté un peu festif, ce côté un peu marginal, et du coup on va concentrer notre regard là-dessus, mais il y a beaucoup de couches sociales où on prend énormément de drogue, le monde de la télé, des médias, c'est pareil, enfin voilà, on met beaucoup l'accent sur ce milieu-là, mais au final on sait très bien que il n'y a pas que notre milieu, quoi. Non, c'est clair. Puis le problème, en fait, c'est qu'il faut qu'il sorte de notre milieu parce qu'il est partout. Exactement. Et qu'il faut qu'on en parle comme des adultes au bout d'un moment. Le problème, c'est que je pense que dans notre milieu, on arrive à en parler en gardant un esprit ouvert de... RDR ? De réduction, exactement, de réduction des risques et pas de répression. Ouais, ça. Parce que les gens sont adultes, ils prennent leurs décisions. Et oui, c'est illégal, mais ils prennent leurs décisions en leurs âmes et conscience.
Et du coup, on essaie d'avoir un regard ouvert et de se poser les questions. Pourquoi est-ce que les gens consomment? Comment? Et comment, au même titre que l'alcool, on laisse les gens boire de l'alcool et on les laisse gérer leur alcoolisme, laissons les gens gérer leur consommation. Et du coup, le problème il peut être là de si on sort cette discussion du monde de la musique, comment est-ce qu'on reste dans cet esprit bienveillant et de réduction des risques plus que de répression? Ah ouais, ça. C'est pour ça que ce sujet-là, c'est intéressant qu'on s'en empare déjà dans notre milieu. Ouais. Pour avoir déjà des solutions peut-être un peu plus ouvertes. Comme peut l'avoir le milieu de la teuf avant d'avoir notre milieu, le milieu de la rave, on va dire. Donc le milieu de la teuf a quand même été certains des premiers à mettre de la RDR dans les trucs. Alors ça n'empêche pas qu'il y a des saletés qui se passent à gauche à droite, mais ils sont quand même, ils savent que c'est là. C'est liberté pour tout le monde, mais on le fait bien. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de discours qui sont très intelligents de la part de ces gens et qui serait intéressant d'amener dans notre milieu qui est encore un peu qui lisse encore un peu tout ça. On lisse encore un peu alors que la prise de drogue elle peut être très sale. Et elle peut être aussi juste récréative. Juste récréative, voilà. Si t'es la bonne personne que t'as pris au bon moment, que t'as pas de problème d'addiction. Mentalement, ça va. Écoute, ça peut être très très drôle et puis voilà. Mais tu sais, il faut vraiment se connaître soi-même. Moi, je pense de toute façon. C'est l'une des premières choses pour moi, c'est se connaître soi-même et être dans un état mental et de santé qui le permet. Ouais. Et donc à ce niveau-là, est-ce que les DJ se sentent obligés aussi de prendre... Je pense que c'est une question qui est très personnelle. Moi, je suis depuis très rapidement quand j'ai commencé. Pour moi, c'est une règle que je me suis imposée. En fait, je travaille quand je suis DJ. Oui. Donc, il n'y a pas d'alcool et de drogue qui tiennent, en fait. Je suis là pour travailler. Donc, ça peut peut-être m'arriver de boire une bière. Ou à Paris, je m'autorise de boire parce que je suis chez moi, je suis dans ma ville, je suis souvent entourée de mes potes et souvent beaucoup de gens que je connais, donc il y a un côté un peu plus friendly. Et tu sais mixer un peu tipsy. Ouais, et puis, du coup, ça va maintenant, enfin voilà, il y a un côté vraiment festif, mais maintenant, si je me déplace à l'étranger ou dans d'autres villes, etc., pourquoi pas, parce qu'il faut que je sois capable de performer, que mes gestes, mes réflexes soient on point. Ouais. Donc, je me permettrai jamais de boire plus qu'une bière en jouant, quoi. Ouais, ça c'est perso, ouais. Ouais, c'est perso. Après, il y a d'autres artistes qui vont dire moi j'arrive pas à jouer si j'ai pas bu ma pinte avant parce que ça me stresse. Parce que l'anxiété sociale. Ouais. Exactement. Ouais. Parce qu'on me demande de performer, parce qu'il faut que je sois le meilleur de moi-même ou la meilleure de moi-même chaque soir. Et que enchaîner comme ça, c'est compliqué. Ça, c'est aussi également un problème qu'on retrouve dans ce milieu-là, c'est que si t'es pas très bien accompagné, si ton agent ou ton agente veut se faire du fric sur ton dos et te cale 3 gigs dans la semaine, chaque semaine, je pense qu'au bout d'un moment, tu vrilles, quoi. Y a des artistes j'en parlais justement avec Marron et René West la dernière fois, l'été, ils enchaînent, ils ont 3 dates dans la semaine. Et ça peut être très dur mentalement. Mais c'est sur des courtes périodes. Et ils ont aussi toute une routine qui fait que maintenant, ils sont habitués à ça. Ouais. Moi, je sais que 2 gigs dans la semaine, c'est suffisant. Okay. Plus, c'est tu te ferais peut-être du mal. Ouais, ce serait trop. Ouais. Mais quand tu vas avoir des gigs genre de fou, est-ce que tu vas avoir la force de dire non, alors que ce soit pour la carrière, que ce soit pour l'argent, parce que bien sûr. Hein. Ça, c'est vraiment... déjà, c'est l'agent ou l'agente qui doit te connaître et qui doit savoir dire non au bon moment aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir un agent qui... forcément, il va me pousser aussi à déjà me dépasser aussi, parce qu'il faut aussi parfois se mettre un petit coup de pied aux fesses. C'est pas la moindre inconvénient, se dire non, je fais pas. Oui, bien sûr. Mais aussi savoir à des moments dire bon, là, je te connais, de toute façon, tu vas mal performer. Donc, autant... Même si tu le faisais, ça serait pas bien, donc autant juste ne pas le faire, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Donc, d'où l'importance d'avoir un bon soit agent, soit manager. Exactement. Et de pas aller dans peut-être ces agences aussi qui sont des machines de gigs. Qui en parlait, l'artiste Narcisse qui en parlait, qu'au bout d'un moment, elle enchaînait les gigs. Toutes les semaines, il y avait 3-4 gigs, etc. Et au bout d'un moment, elle a dit vas-y, là, j'en peux plus, quoi. Il faut que j'arrête, que je fasse une pause et qu'il faut que je revoie comment je gère mes dates, parce que humainement, c'est pas possible, quoi.
Et puis aussi, au-delà de ça, tu te retrouves à jouer tout le temps les mêmes choses, t'as plus le temps de diguer, ton esprit il est plein, tu voyages, tu fais du train, de l'avion, de la voiture, du taxi, tu rencontres des nouvelles personnes aussi, parce que mine de rien, moi ce que j'aime beaucoup dans ce métier aussi, c'est que chaque gig c'est une rencontre. Parce que c'est des gens qui t'ont invité, donc souvent ils t'accueillent, tu rencontres d'autres artistes, les artistes qui sont sur le line-up avec toi, mais mine de rien, ça prend aussi beaucoup d'énergie, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Et pareil, on recircule back à l'anxiété sociale, où c'est génial, moi j'adore rencontrer plein de gens, mais si tu fais ça 3 fois dans la semaine, où tu prends les transports, tu passes du temps dans les transports, puis tu arrives sur un nouveau lieu, nouveau club, tu rencontres des nouvelles personnes, tu dois performer devant un public, le public a des attentes, et ensuite tu fais ton set, et après c'est bon, et tu dois refaire ça les 2 prochains jours, c'est énorme en fait, ça te prend de l'énergie dont on ne se rend même pas compte en fait. Ouais, tu dois, l'obligation de performer, elle est dure, et je trouve qu'il faut que les artistes aussi comprennent que, alors il y a un public, certains publics qui a envie de voir une personne danser sur scène et qui a besoin d'un performeur, mais tu as quand même un public, et je te parle surtout de ton genre de public, s'en fout. C'est clair. Franchement, des fois, c'est vrai que tu as envie d'avoir un petit, à la limite, je sais pas, ou même un regard, un échange de regards, ça peut être sympa, tu vois, quand tu... Une présence. Ouais, moi j'ai adoré Cassie, ce qu'elle mixait, donc trésor, machin, mais des fois elle jetait des petits coups de regard quand elle voyait qu'elle avait mis un track et que les gens, tu vois, elle l'entendait, et donc en fait, t'avais une espèce de connexion, mais elle n'en faisait pas, elle s'était pas obligée à en faire des tonnes. Alors t'en as, c'est leur personnalité. Voilà. S'ils ont l'énergie pour le faire. Ah bah ouais, bravo, non mais c'est trop. Parce que les gens, il a l'air d'avoir l'énergie pour le faire. Oh mon Dieu. Fais-le, il y a pas de souci. Oui, et c'est cool parce que c'est autre chose. Ouais. Mais il faut pas que tu te sentes obligé de le faire. Exactement. Parce que tu peux créer une connexion différente avec le public. Et des fois, ça peut être même parfois un peu plus spécial. Voilà. C'est, encore une fois, on revient à ta voix. Voilà. Comment tu trouves ta voix de faire les choses. Ouais. T'as pas besoin de faire le spectacle sur la scène, si on est là pour jouer de la musique. Ouais. Et aussi se dire qu'on peut être différent chaque soir. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une telle attente. Et c'est normal, les gens, ils te voient qu'une fois. Ils s'en fichent que hier, t'aies fait un bon set et que ce soir, t'aies le droit de faire un mauvais set. On oui. Moi, j'ai payé ce soir. Tu dois faire un bon set ce soir aussi. Mais s'autoriser que on peut avoir une énergie différente. Si t'as joué la veille, ce set-là, tu seras peut-être plus calme. Tu vas délivrer tout autant, mais tu seras peut-être plus calme, tu danseras peut-être moins. Tu seras peut-être moins... Tu auras peut-être une connexion différente avec le public, mais il peut quand même être là, effectivement. Bien sûr. Et après, si tu fais un mauvais set, tu fais un mauvais set. Tu peux faire un mauvais set et tu reviendras dans un an et tu feras un très bon set. C'est ça, des fois, je me dis, les gens, ils jugent des DJ donc sur des sets qui ont été plus ou moins réussis, ratés, mais toi, au boulot, ça t'arrive d'avoir des journées de merde, ça t'arrive de faire de la merde, ça t'arrive de te faire engueuler par ton boss, etc. Ouais. Il faut qu'on se remette tous au même, au même niveau. On est tous des humains. Exactement. Alors, il y a des choses qui sont pas impardonnables, mais un peu impardonnables, où l'artiste qui fait un triple booking dans la journée, c'est du l'irrespect vis-à-vis de ton public. Tu l'as pris sur toi de le faire, donc c'est ta responsabilité aussi. Ouais, voilà. T'étais pas obligé d'accepter tout ça. Donc, il y a aussi des nuances à apporter sur ça. Mais ouais, moi, je pourrais pas faire ce genre de métier à cause de ça. La batterie sociale aussi. Ouais, exactement. Mais du coup, ce que tu me dis, ça me fait aussi penser à ce sujet de la pureté militante. Ah oui. Qui m'a beaucoup préoccupée ces derniers temps, de se dire, on va souvent demander aux DJ d'être irréprochables sur tous les sujets. Je sais. Bien évidemment, moi je suis activiste et tu l'es aussi, donc on a cette envie, nous aussi, d'être irréprochables. Il faut pas croire que on essaie de se délester de tout ça. Nous aussi, on a l'envie d'être irréprochables. Ouais. Seulement, on est humaine. Ouais. Et aussi, moi, des fois, j'ai envie de dire aux gens, mais attends, moi, du coup, tu me demandes d'être parfaite sur tout, de refuser des bookings si tout n'est pas complètement aligné, mais toi, tu bosses chez qui, en fait ? Ah, mais toi, tu bosses pour qui ? Oui. Tu bosses... Alors, c'est-à-dire que tu bosses pas pour des personnes du CAC 40, tu bosses pas en banque, tu bosses pas en finance, tu bosses pour aucune entreprise impliquée dans des affaires bizarres. Il reste pas grand-chose. Donc, à moins que tu sois prof dans le public ou que tu sois je ne sais quoi, voilà, il y a souvent 2 poids 2 mesures. T'as complètement raison, et la pureté de l'activiste, on peut nous aussi tomber dedans et se dire mais putain, et en fait tu prends un peu de recul et tu dis mais on peut pas être irréprochable, on peut pas avoir un avis sur tout.
Moi, la seule chose, c'est l'activisme d'hypocrisie. Enfin, Voilà. c'est la seule chose que je... C'est les gens qui utilisent l'activisme pour leur agenda. Exactement. Ça, j'arrive pas. Mais pense alors, qu'il faut- oui. Pardon. Non, je dis juste que, genre, ne pas avoir un avis sur tout, c'est bien, et on en avait parlé, Ouais. et tu peux pas avoir un avis sur tout, c'est impossible. C'est ça. Et heureusement, hein, parce que moi, si je devais attendre que les DJ me donnent leur avis Bah, c'est sur ça. la géopolitique et des Si trucs t'es comme pas ça, qualifié, genre, je vais pas prendre ton avis si tu n'es pas qualifié ouh aussi, là tu là, vois. ouais. J'attends pas ton avis sur tous les sujets. Je pense qu'il y a aussi un besoin de cohérence, c'est-à-dire que si tu parles de féminisme et d'activisme sur les femmes, bien évidemment que moi je me dois aussi le plus possible de faire attention que les line-up sur lesquels je joue soient paritaires ou d'agir sur cette question-là. Ouais. Mais qu'on me demande de réfléchir à tous les sujets, parfois ça peut être parfois extrême. Il y a effectivement, quand on est artiste, on a peut-être un devoir peut-être un tout petit peu plus supplémentaire de faire attention à ces questions-là. Ça, je ne l'enlève pas du tout parce que l'art, c'est politique et tout est politique. Oui. Donc, il faut quand même se poser les bonnes questions. Oui. Mais par contre, le fait de demander des comptes, c'est encore autre chose. Ah De ouais. se dire que telle personne va être parfaite sur toute la ligne, moi, ça me dérange. Parfaite ou juste va parler, en fait. C'est même pas une question d'être parfaite, c'est des fois aussi tu veux prendre ton temps, Oui, voilà. ou tu vas pas en parler, mais t'en parles avec ta famille aussi. Ouais. Ça n'empêche pas Et que... tu agis aussi à d'autres échelles. Ouais, et tu agis. pas forcément. Ah ouais, donc ça c'est... Mais il faut qu'on, même nous activistes, qu'on se laisse un peu le bénéfice du doute, et aussi la nuance, et aussi le temps, et être un peu, se voir un peu comme des humains, C'est ça. voilà. Et donc ça c'est... Ouais. Carrément. Un autre... du coup, pour rejoindre le sujet aussi de l'anxiété, du stress, je pense que... on a commencé à l'évoquer là, mais je pense qu'on peut aussi élargir à toute la question de la qualité de vie aussi. Ah oui. Que ce soit les artistes, que ce soit les gens qui travaillent la nuit. Mhm. Déjà, le manque de sommeil, l'alimentation qui peut être un petit peu bousculée parce qu'on va être en tournée, ou qu'on va suivre un artiste en tournée, ou parce qu'on va bosser sur un reportage la nuit aussi avec les DJ. Mhm. Comment est-ce qu'on gère finalement sa santé et son rythme de vie quand on est dans ce milieu-là? Comment est-ce que toi tu gères quand tu dois beaucoup... Nous, c'est super difficile parce qu'on a vraiment notre semaine normale. Donc, voilà. Et on bosse, du coup, des fois le week-end, des fois en festival. La bouffe des catering, Oui. des fois, c'est un enfer. On essaye, c'est des trucs hyper gras. C'est voilà. Et puis, des fois, on en mange à des heures pas possibles. Ouais, c'est ça. Toute ton horloge interne, elle est bousculée pendant 3 jours. Et en général, nous, on met une semaine à s'en remettre. Ouais. Donc, on rentre, on pose le matos. Et ensuite, on bosse. Donc, on prend des jours off. Et après, on bosse en TT pour essayer de se remettre de 3 jours de festival. Donc t'as tout ce côté, donc la partie technique où c'est quand même assez physique. Après, vous avez le côté voyage, le côté enchaînement de gigs et le côté aussi performance qui te... Genre, t'imagines, tu sais, où tu dois sourire pendant même pas sourire, ou juste pendant 1 heure. Présente. C'est arrivé à tout le monde de devoir faire être présente et c'est épuisant. Ouais, c'est épuisant. Mais on est humaine, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas, moi, t'as vécu un truc compliqué dans ta journée. T'as vécu une séparation, n'importe quoi, il peut se passer n'importe quoi, tu vois. T'as eu t'as une peine de cœur et tu dois jouer derrière. C'est dur pour l'avoir expérimenté. C'est vrai? Indirectement, j'en parlerai pas beaucoup, mais voilà, j'ai pour avoir vécu un moment pas très agréable où tu sais que tu dois performer alors que ça va pas de ton côté et que t'expériences une peine de cœur et qu'en plus cette personne elle est potentiellement dans le bâtiment. Oh mon Dieu. C'est compliqué, tu vois, mais comme tout le monde, c'est ton travail, donc il faut te remettre dans le personnage et il faut y aller, quoi. Mais ouais, en termes plutôt d'horloge interne, t'as effectivement le stress qui va jouer, mais t'as l'alimentation, t'as l'alcool, si tu en bois, selon les artistes qui choisir d'en boire, les horaires de repas et bien évidemment le sommeil, c'est vraiment ça pour moi c'est le plus dur à gérer, c'est le sommeil. Il y a des études qui existent qui disent que effectivement les métiers où tu travailles la nuit, t'as une espérance de vie réduite. C'est horrible. Parce que tu dors moins et que du coup ton corps a moins le temps de se reposer. Et tu récupères la semaine Moi de toute façon, je récupère toute ma vie en fait, parce que je dors 10 heures par nuit quoi qu'il arrive.
Mais trop bien. Je suis obligée. En fait, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pas de problème de sommeil. Ouais. Donc moi, je me couche, je m'endors et je dors 8 à 10 heures par nuit, par jour. Je sais pas si c'est très bien parce que ça se trouve, mon corps n'a peut-être pas besoin et c'est ça qui fait que je suis encore fatiguée. Mais en tout cas, moi, je suis obligée de dormir beaucoup. Je suis obligée. Peut-être qu'au final, c'est comme ça que tu vas compenser et que tu n'auras pas de soucis plus tard. Hein. Mais en tout cas, je sais que moi, par exemple, j'ai mis... je prends du temps à me construire une routine parce que je veux déjà vivre un peu plus sainement et me sentir bien dans mon corps. Je veux pouvoir profiter de mes potes et des gens qui m'entourent. Et puis, je veux aussi tenir dans la durée dans ma carrière. Donc, il faut arriver à se mettre en place quelque chose d'agréable. Puis, je veux bien vivre, tout simplement bien vivre, quoi. Ouais. Donc, c'est important pour moi déjà de me lever tous les matins, d'avoir un réveil à peu près fixe, tu vois, entre 8 et 9 heures, de faire du sport régulièrement. Cool. J'ai un abonnement Urban Sports Club. Tu vois, tu peux prendre des cours de sport tout le temps être en activité, c'est hyper important. Aller se promener. Je cuisine tous mes repas aussi. Oh. Parce que j'ai la chance d'avoir le temps. Ouais, mais bon, ça veut rien dire, hein. Et je trouve ça important de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, de diversifier mon alimentation. C'est hyper important, hein. Important. Nourriture, sommeil, là, t'as dit les deux trucs, hydratation. Et franchement, c'est secret, hein. Ouais, carrément. Secret, pas secret. Et après, t'as aussi le côté bien-être où, quand je peux, je vais me faire masser, mais bon, il faut la thune pour le faire. Mais tu vois, une fois tous les 3 mois, un petit massage. Oui. Quand je suis à Berlin, sauna. Ça, c'est trop bien. Ça fait trop du bien. Oh là là. Que fille, en plus? Que femme Ça dépend. Tu peux aller au... Alors, moi, je fais les deux. Je vais au mixte. La Bali, c'est un peu la mecque du sauna à Berlin. C'est un sauna magnifique, immense, avec des saunas, piscine intérieure, extérieure chauffée, tout ça. Donc ça, c'est mixte. Et après, parfois, je vais à des sessions, des créneaux juste flinda. Ok. C'est cool aussi. Ouais. Donc, pas négliger son bien-être, faire des choses qui font plaisir. S'écouter. Dîner entre potes, s'écouter, etc. Et dernière chose, les oreilles. Les problèmes auditifs, ça c'est un vrai sujet. Je suis contente qu'on puisse l'aborder parce qu'on n'en parle pas assez à un moment. Non. Ça commence un petit peu. Il y a une journée de... Je crois qu'il y a une journée de... C'était la semaine dernière. Oui. La semaine dernière. Ouais. Mais c'est pas encore un sujet qu'on entend encore assez. Ouais. Forcément, on écoute de la musique prolongée pendant plusieurs heures d'affilée à un grand volume. Les oreilles, elles prennent super cher et c'est la seule partie du corps dont les cellules ne se régénèrent pas. Exactement, c'est perdu. C'est perdu à jamais. C'est perdu et puis il y a le tinnitus qui est les acouphènes en français. Un bip permanent dans les oreilles. Alors je pense qu'on malheureusement ça nous est arrivé à tous d'aller se coucher et d'avoir le bip. Moi j'ai un peu honte de le dire mais ça m'est arrivé pas mal de fois. Moi aussi, clairement, j'ai commencé à faire la table, j'avais 16 ans. Entre mes 16, en fait, malheureusement, entre mes 16 et 26 ans, je me suis jamais protégé les oreilles. Jamais. Mais on savait pas. Impensable de mettre des bouchons. Là, mais des bouchons, je vais pas entendre. C'est l'antithèse de ce qu'on fait, en fait. Parce qu'il n'y avait pas de prévention, parce qu'il n'y avait pas encore des bouchons de qualité qui existaient. Bien sûr. Même les bouchons, tu sais, je crois que c'est les Alpine, la Disc. Oui, Alpine, oui. Qui sont très bien. Ils sont très, très bien. Ils sont confortables, le son est plutôt ok. Enfin, ce que tu écoutes, ça rend plutôt bien. Ouais. Et puis surtout, tu sauves tes oreilles en fait. Sur le long terme, faut penser long terme, et ça c'est toujours très difficile. Par contre, si à chaque fois on m'avait dit que quand j'entendais, tu sais, quand tu sors de soirée, que t'as ce grand bip toute la matinée, en fait c'était ça qui détruisait tes oreilles. Je pense que j'aurais pensé plutôt à mettre des bouchons. J'ai attendu très très longtemps et malheureusement, moi j'ai des acouphènes. Alors, le propre les acouphènes sont très différents. Tout le monde a des acouphènes différents. Moi j'ai ce que j'appelle la neige, donc cette espèce de permanent. En vrai, ça va, parce que c'est comme quand tu mets une chaîne télé, mais qu'il n'y a pas de chaîne et ça fait un en fond. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est en fond. Tant mieux. Non, mais voilà. Mais j'ai des bips, j'ai aussi des bips, des sons très aigus dans les oreilles et parfois des sons un peu plus médiums, et ça commence à me faire peur. Parfois, j'ai un bip très médium. Ah merde! C'est pas souvent. C'est quand vraiment, même avec les bouchons, je suis restée longtemps. Ouais. Donc pour l'instant ça va, ça m'empêche pas de dormir, parfois je focus un peu dessus mais ça va, et je sais aussi qu'il me faut du coup des périodes de repos entre quand j'ai joué ou quand je suis sortie. Il faut que le lendemain j'écoute pas de musique, pas d'écouteurs, pas de casque, les 1 ou 2 jours après il faut que je sois au calme. Ah ouais, parce que... Ah, c'est fou, je savais pas que t'avais ça, d'accord, ok. Moi, j'ai mon mari qui a ça aussi, il fait des crises, mais lui, il faut qu'il aille dans le noir, et il y a un truc qui l'a aidé, c'est tu sais, tu mets des fréquences
et tu, en fait, je sais plus comment exactement il m'avait expliqué, mais voilà. Ça se compte, Ouais, du coup. ouais, Moi, j'ai ouais. peur de ça parce que j'ai peur que ça endommage encore plus. Ouais, lui en tout cas ça marche, mais comme tu as dit, vous avez tous des choses différentes. Moi j'ai pas ça, mais maintenant je me bouge. Enfin, ceux qui se protègent bien, c'est les techniciens. Oui, bah eux c'est leur taf donc ils sont obligés. Ah ouais, mais genre même avant on en mettait pas trop et ils disaient mais vous avez pas le bouchon d'oreille et tout, et c'est eux qui nous ont un peu mis dessus. Maintenant on en achète pour tout le monde et il y en a qui ont les leurs. Toi t'as les tiens? Moi j'ai mes bouchons qui ont été moulés sur mes oreilles. Cool. Ça c'est vraiment le top du top. Tu peux choisir ta réduction. Ouais. Moi j'ai choisi le moins 17 décibels. Ok. Parce que c'est à peu près, je peux jouer avec comme ça. D'accord. Donc moins 17, je peux être en teuf et quand même bien entendre. Ok. Je peux être en teuf et quand même bien entendre et je peux jouer avec. Ok. Et ça me protège plutôt bien les oreilles. Après, il y a les techniciens, ils ont du beaucoup plus élevé, ils peuvent aller jusqu'à moins 30, je crois, Ouais, plus, parce qu'ils passent leur temps là-dedans. Donc, ouais. Et après, tu as des réductions un peu moindres pour les gens qui juste sortent de temps en temps. Mais en soi, quand tu le fais avec les assos, c'est une centaine d'euros. Oui, c'est cher, mais en vrai, franchement, vraiment, de quelqu'un qui est près de ses sous, tu vois, dans le mois, qui est quand même près de mes sous, c'est un investissement qui vaut grave le coup. D'accord. Si tu sors régulièrement, si tu sors même 2 fois dans le mois, que t'aimes vraiment le son, que tu passes longtemps en soirée, ça vaut, franchement, l'investissement, il est vite amorti. Et pour les DJ, ça devrait être indispensable, je pense. Ouais, ça devrait être presque obligatoire. Presque obligatoire. Non, mais oui. Je l'aimais, quoi. Après, c'est dur de s'accoutumer à mixer avec les bouchons parce que, encore une fois, c'est une appréhension différente. Ouais. Il faut que tu apprennes à jouer avec et c'est pas facile. J'y arrive pas encore partout, tout le temps. Ouais. Mais j'essaie de. Mais tu peux baisser les enceintes de tes retours aussi, non? C'est toi qui les gères ou... C'est toujours l'artiste qui gère les retours, mais le problème, c'est que si tu mets pas assez fort, tu entends le son de la salle et du coup, tu peux pas. Ça dépend comment est la salle. D'accord, ok. Et si t'as pas assez de son, tu vas entendre le son de la salle et ça va te causer des problèmes. Et tu peux genre les faire comme ça quand tu dois faire le mix et non, c'est galère. Mais en vrai, et c'est même pas forcément très bon pour tes oreilles non plus. Ah oui, d'accord. De switcher. Okay. Ça fait une grosse différence à chaque fois, donc c'est pas forcément mieux. Ok. Ouais, faut juste apprendre à jouer avec et se faire confiance, se forcer à. Ouais, et puis il faut le. Puis là, maintenant, il faut savoir que le problème existe et que ça touche tout le monde aussi. Et en fait, tout ça, c'est... J'avais l'exemple par exemple, de Opac, qui est un artiste local. Oui. Et en fait, lui, il a eu un choc dans les oreilles. Et en fait, il a dû déprogrammer plein de gigs qu'il a eu parce que ça allait pas au niveau de ses oreilles. Il l'a pris avec philosophie, il s'est dit, c'est dur d'annuler des gigs, mais je sais que je le fais pour que ça aille mieux et qu'il vaut mieux faire ça maintenant plutôt que de continuer à faire des gigs même s'ils étaient importants. Et au final, dans 5 ans, se retrouver à être sourd et à plus pouvoir en faire du tout. Non, c'est clair. Pensez long terme. Ouais, il y a des artistes comme ça qui malheureusement doivent arrêter leur carrière parce que peuvent plus être ouais. Et ça fait peur. Ouais, c'est clair, surtout quand t'aimes le son. T'aimes la musique, non, t'aimes la musique, tu protèges tes oreilles. Exactement. Donc, protégez vos oreilles. Protégez vos oreilles. Bon, trop cool. Et on a fait un peu le tour et je pense que c'est un sujet qu'il va falloir peut-être dont on reparle un petit peu parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et ça serait intéressant que vous nous disiez aussi quels sont les problèmes que vous rencontrez, quelles sont les solutions que vous avez trouvées. Les tips que vous avez trouvés. C'est vrai que même 1 heure, ça suffit pas pour parler de ce sujet. C'est clair. Dans un mois. Ouais, à très vite.